Niger. C'est-à-dire que dans la pratique, le Niger devrait être mieux aidé que le Cameroun, devrait mieux aider que la Côte d'Ivoire, mieux aider que le Sénégal en échange de l'accès à l'uranium, ce qui n'est jamais arrivé, mais on ne va pas refaire l'histoire. Il s'est construit en février 1968, la première société qu'on appelle la Somaïr, qui a fait l'objet de la nationalisation. Et dès le départ, le Niger avait souhaité que la Somaïr s'installe au Niger parce que l'uranium se trouve au Niger, la mine. Quel est son siège social au Niger? Quel est son siège social? Mais la France avait imposé à l'époque que la Somaïr s'installe ici, avec une représentation à Niamey où se trouve l'uranium. Et en 1971, l'exploitation avait commencé avec, tenez-vous bien, une part d'environ 64%, il y a un peu moins de 64%, en tout cas on peut arrondir à 64%, à l'époque, ce n'était pas Orano ni c'était le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui est par la suite devenu Areva, qui est aujourd'hui Orano, et le Niger n'avait que 36%. Donc l'exploitation s'est faite comme ça. Et pendant une longue période, dans le communiqué, il est dit, c'est la France, Orano, Areva, qui vendait la part du Niger. Et c'est à partir de la création de la Sopamine par le président Tandja que le Niger a repris main sur la part qui lui on était dans les années 2000. On était dans les années 2009-2011. Et c'est à partir de ça que le Niger a commencé réellement à vendre sur l'uranium. Mais quand les militaires sont arrivés après le coup d'État, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Qu'il y ait une attaque ou pas, il y avait cette perspective de nationalisation parce qu'il y a une volonté dans l'ensemble de l'AES et au Niger aussi de reprendre l'AES des États du Sahel, de reprendre la main sur les mines en termes de souveraineté parce que les rapports avec les multinationales étaient des rapports totalement déséquilibrés et les contrats étaient des contrats léoniens. Donc on ne peut pas présenter ça comme quelque chose qui est venu ex nihilo. Il s'agit d'un processus au cours duquel le Niger a cherché à rééquilibrer des relations qui sont des relations absolument déséquilibrées. Est-ce qu'il est normal, je le dis à vous, Théophile Kouamo, je dis aux téléspectateurs qui nous regardent, que le Niger soit aujourd'hui dans une situation où le taux de personnes qui ont accès à l'électricité est moins de 30%. Alors qu'il a produit pendant 50 ans de l'uranium qui a servi à électrifier la France, puisque la France, son électricité est principalement d'origine nucléaire. Donc, la France aurait pu accompagner le Niger dans son accès à l'électricité, dans son accès dans le transfert de technologie. Il a fallu pendant très longtemps pour que les Nigériens apprennent. Même l'accompagnement qu'on devait apporter, le transfert de technologie, n'a pas été fait. Je ne parle pas d'autres détails. Donc, c'est dans ce contexte-là, de rapports déséquilibrés, de recherche de rapports, de nouvel équilibre entre la France et entre Orano et le Niger, puisque Orano est détenu à 90%. Il y a autre chose aussi, à côté de ce qu'on vient de dire. On a entendu dire que l'uranium du Niger ne sert à rien. En 2022, un an avant le coup d'État, le Niger a fourni 17 160 tonnes à la France d'uranium. Il était le deuxième fournisseur après le Kazakhstan. Ça représente environ 20%. On va revenir dessus, mais qu'est-ce qui, à ton avis, justifie la tentation, disons, d'anecdotiser, si on peut dire, la décision des autorités du Niger? On rappelle qu'il y a eu un coup d'État au Niger, que les autorités du Niger sont des autorités de fait, c'est une transition militaire. Qu'est-ce qui justifie cette volonté d'anecdotiser? Oui, il y a une volonté d'anecdotiser comme une volonté de sous-évaluer l'importance en disant que la France n'a plus besoin de l'uranium du Niger, il y a d'autres fournisseurs. Ça s'inscrit dans cette dynamique de minimisation, de crédibilisation de la revendication du Niger. On veut donner l'impression que la revendication n'est pas légitime, que les Nigériens ne devaient pas poser le problème de rééquilibrer et que s'ils le font, parce que par le passé aussi, ça a été comme ça. Le président Diori Amani s'est battu jusqu'à sa chute pour que la France rééquilibre simplement le prix d'achat de l'uranium. Elle ne l'a pas fait. Je crois qu'il y a une posture un peu verticale qui amène à considérer qu'une revendication venue d'une ex-colonie ne pourrait pas être légitime. C'est un peu folklorique. C'est un peu folklorique, comme ce qu'on a appelé le sentiment
sentiment anti-français. Alors qu'il s'agit des revendications qui vont au-delà du simple sentiment, qui posent des questions de fond qu'on devait aborder. Alors, effectivement, tu as abordé le sujet, mais le caractère stratégique de l'uranium du Niger pour la France, il est remis en question de manière récurrente par de nombreux analystes. Non, c'est pas exact. C'est absolument pas exact. Et il faut regarder les données factuelles. En 1967, de 1971, écoutez, la France avait d'abord commencé l'exploitation de l'uranium avec la Somaïr en 1971. C'était tellement important pour elle qu'elle a accompagné le Niger pour avoir une deuxième société qui est à la Cominac. C'est tellement important pour elle qu'elle a accompagné le Niger dans un projet qui n'a pas abouti, celui de Imouraren. Si ce n'était pas important, la France n'aurait pas eu un tel investissement. Je veux vous dire, peut-être que c'est une révélation, lorsqu'il y a eu l'attaque de In Amenas en Algérie en janvier 2013, comme In Amenas n'est pas loin de la frontière du Niger, la France avait envoyé des commandos d'opération spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger en raison de son caractère stratégique. Donc il y a beaucoup d'éléments factuels qui prouvent que l'uranium du Niger a un caractère stratégique pour la France, il est important. Et aujourd'hui, le réduire à simplement, je pense que c'est une posture d'ingratitude qui ne grandit pas ce qu'il a fait. Et puis de toute façon, même si c'est le deuxième fournisseur de la France à l'Union européenne, même si c'est le troisième, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En plus, il faut dire que, contrairement à la légende qui est développée et que les gens avancent, au Niger, la France est acheteur et vendeur. Quand on vend l'uranium, la France, en raison du fait qu'elle a 63%, elle a des dividendes dans la vente de l'uranium. La France, ce n'est pas simplement un acheteur comme elle peut le faire dans un autre pays où on dit mais écoutez, si les Nigériens ne veulent pas nous vendre, nous on va acheter ailleurs. Au Niger, d'abord pendant très longtemps, elle a eu un accès privilégié. Le Niger n'était pas en capacité de vendre l'uranium à quelqu'un d'autre. On a évoqué l'Iran, etc., tout ça, pour diaboliser un peu l'approche nigérienne. Mais pendant une bonne période, le Niger nous pouvons en capacité de vendre à quelqu'un, même quand il a son argent. Il faut spécifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Américains ont accusé les Nigériens de vendre de l'uranium à l'Iran pour ses projets nucléaires et militaires. Bien entendu, c'était des fausses accusations. Absolument. Il y a même, comment dire, quand on a envahi l'Irak en disant que l'Irak avait des armes de destruction massive, il y avait des notes de renseignement italiens qui disaient que c'est à partir de l'uranium du Niger. Et à l'expérience, on s'est aperçu que tout ça était faux, tout ça a été fabriqué pour discréditer. De manière générale, ça aidait quand même la France à contrôler l'uranium du Niger, on va dire pour des nécessités prétendues de sécurité mondiale. Absolument. Non seulement ça a aidé mais la France, mais il y a eu aussi des situations où la France a vendu l'uranium. La France n'est pas un producteur d'uranium, mais la France a vendu à des États tiers l'uranium. C'est l'uranium du Niger ou l'uranium d'autres pays qu'elle a revendu. Et cet uranium a participé fondamentalement à la prospérité économique de la France. L'énergie est une source importante d'économie et le Niger a participé à ça. Je pense que même quel que soit comme dit l'adage africain, quelle que soit la situation, on n'oublie pas le passé. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'uranium du Niger nous a servi à rien, qu'on peut se passer de ça, que c'était complètement inutile, qu'on faisait même de la charité au Niger en achetant son uranium. Tout ça me semble un peu attristant. Mais le contentieux est vieux. Il y a eu plusieurs palabres de l'uranium entre le Niger et la France. Est-ce que tu peux nous les raconter? Oui, pardon. Le contentieux est arrivé beaucoup trop tôt parce que dès le départ, les Nigériens, dès les années 71, quand le conseil d'administration de la Somaïr avait commencé à réunir, les Nigériens se sont sentis abusés. Parce qu'en contrepartie de l'accès à l'uranium, la France devait fournir une aide exceptionnelle au Niger. Mais les Nigériens se sont aperçus vite que cette aide exceptionnelle ne venait pas. C'est d'abord au niveau du conseil... Premier problème. C'est d'abord au niveau du conseil d'administration de la Somaïr, sur lequel j'ai travaillé. J'ai lu les PV du conseil d'administration de la Somaïr de 73 à 75. J'ai tous les PV, je les ai lus dans le cadre d'un travail scientifique. Et c'est dans ces PV de conseil d'administration, les Nigériens ont commencé clairement à poser le problème en disant, bon, écoutez, vous avez promis une aide exceptionnelle, où est cette aide exceptionnelle? Et au conseil d'administration, les représentants de la France disaient, non, l'aide n'est pas du ressort d'une société, mais elle est du ressort de l'État français. Nous, on va porter votre revendication au niveau de l'État et ce n'était pas venu. Donc, à partir de là, il y a commencé à avoir le contentieux
avec la France sur le prix de l'uranium en 1973-1974, avec Amani Diori. Et jusqu'au décès de Georges Pompidou, en avril 2074, la France n'avait pas accédé à la revendication du Niger d'augmenter le prix de l'uranium. Le président Diori était venu ici et il a posé le problème à Mesmer, qui était le Premier ministre, et Alain Poher, qui assurait l'intérim. Ça ne s'est pas réglé. Le président Diori a été renversé. Après, il y a eu une période un peu d'accalmie avec le président Kounché. Et puis, les choses ont repris avec, quand le président Tandja est arrivé, c'était un nouvel épisode de bras de fer. Et tout le monde se souvient, Areva a dit non, nous, on n'est pas prêt à accéder à la revendication. Et le président Tandja avait eu cette formule magique dont tous les Nigériens se relèvent. Orano a le seau, nous, on a le puits. Si Orano ne veut pas, elle part avec son seau, on va appeler quelqu'un d'autre qui a le seau. Et Orano a été obligé à l'époque de revaloriser de 40% le prix de l'uranium. Et déjà, sous le présent, c'est ça qu'il faut éviter. Je pense que c'est intéressant de faire cette partie historique pour éviter de montrer que les militaires sont des diables, c'est eux qui ont fait ça. Parce qu'il y a eu, avant les militaires, y compris sous le président Bazoum, parce que